Cette émission est une présentation de Desjardins. Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous nous trouvons à Saint-François-du-Lac aujourd'hui, chez le couple que je vous présente à l'instant, Joanne Filiatro, Jean Beauchemin. Nous allons discuter des ouvriers de paix. Bonjour. Salut. Donc, vous êtes à l'origine... ce mouvement-là, d'abord, date quand même d'un certain temps. Vous l'avez, reparti, on peut dire comme ça, ici, à Saint-François-du-Lac, mais auparavant, ce mouvement-là avait eu une vie aussi. Oui, c'est ça. C'est moi et 9 autres personnes qui l'avons fondé en 1985 à Papineauville, dans l'Outaouais. Et il y a eu un temps de dormance parce que, bon, il y a eu toutes sortes de mouvements dans ma vie. Mais avec Jean, en 2000, on a relancé. L'organisme est encore enregistré et tout. Fait qu'on l'a tout simplement relancé ici, dans le Bois-Saint-François. Et ici, on se trouve sur les terres familiales des Beauchemins. Oui, pas ancestrales, par exemple. Mon père a acheté la ferme ici en 1963. OK. Alors, vous êtes originaire d'ici. Et vous, par contre, Joanne, bon, le fait que ce soit Papineauville, étiez-vous de ce coin-là? Comment... Je suis née à Montréal, où j'ai vécu 5 ans avec mes parents, mais on a emménagé à Papineauville, c'est ça, là, assez tôt. Fait que oui, je considère que c'est ma place. OK. Est-ce que les ouvriers de paix, version 2000, Saint-François-du-Lac, et ceux d'auparavant, Papineauville, ont beaucoup de choses en commun? Ou qu'est-ce qui peut les différencier? La même inspiration, en fait. La même inspiration de faire ensemble un monde meilleur, de regrouper des gens, de rassembler des gens qui ont ce souci-là de contribuer à une société plus juste, puis à travailler justement à des œuvres de paix, c'est-à-dire des choses qui font que le mieux-être, la croissance personnelle, la croissance spirituelle. Donc, tout ça reste, c'est les mêmes objectifs. Oui. Et concrètement, comment on réalisait ça à ce moment-là et comment vous maintenant, et ça va être l'essentiel de nos discussions d'aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'œuvres rattachées aux ouvriers de paix, donc on va essayer de mieux comprendre comment tout ça s'articule. Bien, au départ, à Papineauville, avec ces personnes-là, au fond, c'est que moi, j'avais ouvert une maison d'accueil dans le presbytère du village qui était devenu désaffecté. Et l'organisme s'est greffé à ça, c'est-à-dire que le but était de vraiment une maison ouverte, recevoir les gens. On recevait des gens, des fois, qui étaient de passage, qui étaient en difficulté, qui avaient besoin d'un temps pour se remettre sur leurs pieds et tout. Fait au fond, c'était plus axé vraiment sur l'accueil, ce qui est encore vrai actuellement ici à Saint-François-du-Lac, quand même. Donc, ça vous arrive d'accueillir des gens dans le besoin, si on veut? Ça arrive. C'est arrivé, mais on a eu aussi à Pierreville, au début, oui, dans les débuts ici, on a acheté une première maison du côté de Pierreville avec l'idée d'en faire une maison d'accueil. Mais bon, là, ça serait... C'est une longue histoire. Ouais, c'est une longue histoire. Ben, en fait, on peut résumer en disant que, au fond, ce qui est arrivé, c'est que on a réalisé, la ville s'est rendu compte après l'achat, qu'on était dans une zone où on ne pouvait pas faire ça. Ah. Bon, les deux il y a une culpabilité des deux. Au fond, eux n'ont pas vu leur règlement municipal, même si on leur avait dit ce qu'on voulait faire là. Puis nous, ben, on n'a pas poussé l'investigation parce que quand on a dit qu'on voulait acheter pour faire une maison d'accueil dans ce milieu-là, il n'y a pas eu de retour pour dire vous ne pouvez pas le faire là. Fait que je pense que les deux n'étaient pas de mauvaise foi, mais c'est ça. Mais de là, on l'a revendu, l'organisme l'a revendu avec une certaine marge de profit quand même, puis ça a pu financer les activités qu'on a mis en place à ce moment-là. OK. Ouais. Donc, Jean Beauchemin, là, vous n'étiez pas du premier groupe à l'origine. Alors là, la rencontre avec Joanne Filiatro et d'embarquer finalement dans ce projet-là aussi. Là. Comment ça s'est passé?
C'est deux choses distinctes. La rencontre de Joanne Filiatro, Joanne, je l'ai rencontrée en 1994, puis les ouvriers de paix ont été relancés en 2000. Là, fait entre les deux, il s'est passé bien des choses. Là, je ne sais pas par quel bout je devrais le prendre. Est-ce que je le prends par le bout des ouvriers de paix ou par le bout de la rencontre avec Joanne? On va y aller chronologiquement. Joanne aurait un bout à raconter. Moi, je suis arrivé, puis Joanne était dans la maison chez mes parents. Ah! Ouais, en fait, sa mère m'avait invitée, m'avait rencontrée à l'église avec mes 4 enfants. Non, mes 3, parce que j'étais enceinte de la 4e. Et elle m'avait invitée à venir prendre un repas chez elle. Elle disait « Ah, t'es nouvelle dans le coin, viens. » Et c'est ça, j'étais chez ses parents, donc quand ce beau jeune homme est entré dans la maison, et j'ai vécu un coup de foudre foudroyant. Je ne croyais pas à ça, je suis assez pragmatique de nature, mais je l'ai vécu. Je l'aimais. Et puis, ça a pris 1 an quand même avant qu'on vive vraiment, qu'on passe d'amis à amoureux. Il y a eu 1 an, parce que... il y avait des ajustements à vivre. Puis le fait que j'étais quand même mariée et tout. Et puis que, bon... Ah, c'est sûr que mariée... Mariée, mais bon, c'était un couple en difficulté très grande, là, avec violence conjugale et tout. Là. Fait que c'est sûr que c'était pas un couple en réalité. Là. Bon, beaucoup de souffrance dans tout ça. Mais voilà, au bout d'1 an... Bon, puis mes parents, c'était un peu leur habitude. S'ils rencontraient quelqu'un de nouveau, c'était viens prendre un café, viens prendre un repas avec nous. La maison avait toujours été ouverte comme ça, une grande famille, on était 14 enfants. On ne voyageait pas, c'était pas nous qui visitions le monde, c'était le voyage monde. Arrivait. C'était le la monde curiosité qui nous de l'autre. Oui. Fait que c'était une étonnante aventure toute notre vie. Mais en même temps, c'est là, tu vois, parce que moi, avec les ouvriers de paix, c'était vraiment l'accueil qui était important. Et chez Jean aussi. Fait que, tu sais, tout ça, en fait, il y avait des atomes crochus forts. Puis on avait, au fond, la même inspiration de vie, de mettre notre vie au service des gens, d'essayer d'être, je sais pas quoi, d'être bon avec les gens, d'être ouvert aux personnes et tout. Oui, accueillir l'autre. La curiosité de rencontrer l'autre. Mm-hmm. Puis ça a été ça qui nous a conduit peu à peu. Puis la perte d'un enfant aussi à la naissance. Tu sais, il y a eu plusieurs événements. Là, peut-être que chronologiquement, j'y vais d'une drôle de façon. Là, Joanne va m'aider si... Des épreuves partagées qui rapprochent. Oui, au fond, on aurait eu un 7e enfant. Joanne était enceinte d'une petite fille en 99. Et puis, le prêtre de la paroisse nous avait approchés pour nous demander si on serait intéressé à s'engager dans la pastorale des enfants, puis ces choses-là. Puis, Joanne avait dit, quand le bébé sera sevré, on va y aller. Et le bébé s'est sevré par son décès. Puis, suite à ça, quand l'enfant est morte en décembre, puis en mai, si je me souviens bien, on mettait en place, on remettait sur la route les ouvriers de paix, en se disant, faut canaliser l'amour qu'on aurait voulu donner à cette petite fille-là. On s'est dit, on va le donner à d'autres enfants qui n'ont pas la chance d'être dans une famille fonctionnelle ou où il y a des difficultés. Fait qu'on s'est dit, regarde, on avait beaucoup à donner, justement. Ouais. Fait que là, c'est un curé qui en a eu pas mal plus pour son argent que ce qu'il escomptait, là. Oui, on s'est engagé quelques années, effectivement, dans le cadre plus pastoral. Puis, progressivement, les ouvriers de paix ont eu leur existence propre, je dirais, où on s'est comme détaché de l'institution progressivement à cause de toutes sortes de circonstances. Puis parce qu'on voulait justement rester ouvert, tu sais, parce que quand tu es associé à une église, ça peut faire que d'autres vont dire « Alors nous, on ne voulait pas ça. On voulait vraiment une ouverture à tous et à toutes sans distinction
surtout pas des distinctions religieuses. Fait que ça a été une démarche consciente là, de dire, ben regarde, on n'a pas besoin de s'associer à une église. Qui est beaucoup plus question de spiritualité que de religion. Même si ouvrier de paix, ça vient d'un discours de Jean-Paul II. Oui. Ben oui. Ah oui. En fait, avant Jean-Paul II, c'est-à-dire moi j'étais au monastère en pensant y passer ma vie. C'est là que l'inspiration des ouvriers de paix m'est venue. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où une voix intérieure qui me demandait quel est ton rêve, mon enfant? Et moi, mon rêve à ce moment-là, c'était vraiment de donner cette chose-là que moi je nomme Dieu, que j'avais trouvé, cette paix intérieure profonde, une vie riche de prières et tout. Moi, je voulais donner ça au monde parce que je me disais, c'est bien trop précieux, c'est bien trop beau pour que je le garde pour moi. Fait que c'est ce rêve-là, donc, qui m'a fait quitter le monastère, qui m'a fait fonder les ouvriers de paix. Et ben c'est ça. Puis après ça, effectivement, quelques mois plus tard, parce que je suis sortie en mai 84, si ma mémoire est bonne, puis à l'automne, Jean-Paul II venait au Canada, puis j'ai eu la chance d'être au stade avec tout le paquet de jeunes qu'il y avait là. Puis il a dit, parce que moi, j'avais demandé comme un signe, une confirmation, parce que c'est sûr, tu peux faire bien des illusions aussi, puis je me disais, bon, tu sais, c'est une belle idée, mais... Et puis, Jean-Paul II a dit, « Je souhaite que votre souci de la paix mondiale fasse de vous des ouvriers de paix. Commencez par votre milieu. » Et ça a été comme, effectivement, une confirmation très forte, parce que, ben oui, il nous disait, « Faites des ouvriers de paix », et puis c'était ça, mon inspiration. Fait que c'est ce qui a lancé, je dirais, la chose de façon concrète. Puis comment s'articule, on va finir la sphère personnelle avec 2-3 questions, mais comment s'articule, fonder les ouvriers de paix et fonder une famille aussi? Comment ça s'articule? Oui, bien c'est ça s'est fait plus tard. Les ouvriers de paix, quand j'ai fondé avec les 9 autres personnes, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfants. Et c'est 1 an ou 2 plus tard que, j'ai rencontré mon premier conjoint et qu'on a eu des enfants ensemble et tout. Évidemment, là, on a mis... l'organisme a été mis en pause, même si on avait quand même l'idée, on a essayé plusieurs choses, mais ça ne marchait jamais. Fait que ça a pris justement Jean pour que tout ça reprenne vie. Ouais, reprenne vie, mais de façon vraiment solide, parce que c'est encore là. Alors vous, Jean, au début, vous étiez absolument dans la même position, célibataire, sans enfant. Vous rencontrez Joanne, qui a 3 enfants, bientôt 4. Ouais. Et étant beau-père moi-même, je sais ce que c'est un peu, c'est un engagement, donc qui vient avec, c'est comme une famille instantanée, hein? Ouais. C'est comme une famille en poudre, là, on met de l'eau puis pouf, alors on devient père de famille si on veut. Alors ça aussi, il y a eu ça à intégrer, ça s'est bien passé. Joanne pourrait dire que ça s'est bien passé, avec des ajustements quand même. Mais parce que j'avais une drôle de vie à ce moment-là. Ici, dans le Bas-Saint-François, il faut se rappeler qu'à cette époque-là, on est dans l'effervescence de la culture du pot. Il y a tout un milieu social qui est trouble, qui est en difficulté. Puis moi, je vivais au travers de cet univers-là, je vivais dans ce milieu-là. C'était devenu pour moi une sorte de mission d'être au travers de ces gens-là. J'étais un gros fumeur de pot, mais jamais impliqué d'aucune façon dans le commerce. Je voulais rien savoir, puis je leur disais, je suis le pire des menteurs. Si jamais j'étais arrêté en lien avec ça, vous seriez dans la... Chenoute. Ouais, tu l'as dit. Fait que je vivais déjà une sorte d'engagement social. Fait que d'ajuster ça à l'arrivée d'une conjointe, des enfants, ça a été quand même un temps d'ajustement. Parce que Joanne ne vivait pas bien le fait que je sois souvent absent.
que je sois... Tu sais, je me rendais très présent à ce milieu-là. Si quelqu'un débarquait chez nous pour dire « j'ai besoin d'un coup de main je partais, puis... mais ça, c'est pas compatible avec une vie de famille. Fait qu'il a fallu faire des choix qui a été déchirant pour moi parce que j'étais très proche de ces gens-là. Et je savais qu'en en prenant du recul par rapport à cet univers-là, j'allais couper des ponts. C'est pas un milieu facile de... Comment je dis? C'est pas des milieux qui se marient facilement. Ouais. Fait que c'était un peu un deuil pour cet aspect-là, mais en même temps, j'avais toujours voulu avoir une vie de famille, plusieurs enfants. Moi, dans ma tête de jeune adulte, d'adolescent, j'en voulais 7-8 ou j'en voulais pas. Fait que c'est un peu comme ça que je suis apparu là, dans cet univers-là. Alors, j'étais heureux d'avoir des enfants, mais puis, en réajustant ma vie. Ouais. Puis pour moi, c'était quasiment incroyable qu'un homme veuille autant les enfants que tu sais, il m'avait dit une fois, ben tu sais, les enfants, je les aime autant que je t'aime toi, tu sais, dans le sens que c'était précieux pour lui, puis il s'est vraiment engagé beaucoup. Un tout. Ouais, puis ça, c'était inespéré parce que effectivement, avec plusieurs enfants, tu te dis, oh, quel gars va avoir le courage. Mais pour lui, c'était comme... Ça va l'air facile. J'étais rendu là, je pense, dans ma vie. Puis je voyais quand même, tu sais, au travers des rencontres qu'on avait eues, les quelques rencontres qu'on avait eues, tu sais, qu'au niveau des valeurs, puis je voyais bien là, qu'on était sur la même longueur d'onde pour l'éducation des enfants. Fait que ça allait de soi. Des choses qui ont été faciles, des choses qui ont été moins faciles. Ça permet de faire un parallèle avec, vous accompagnez des gens, il y a une certaine démarche de, peut-être faire le point sur sa vie, dans certaines des œuvres que vous menez, là, je pense au Chemin du Lac, je pense à la Scola, dont on va parler aussi. Donc, venir faire le point, peut-être une certaine croissance personnelle, d'une certaine façon, se reconnecter là, avec peut-être un moi profond. Donc, vous partez d'un vécu parce que vous-même, il y a eu des points tournants là, dans votre vie. Donc ça, pourrait aider d'autres personnes à vivre des choses semblables, c'est une force. Oui, c'est essentiel d'après moi. Si on ne peut pas comprendre ou vraiment être à l'écoute, si on n'a pas ce même ressenti, et puis une fois qu'on l'a vécu, on se dit, on compatit, puis on sait aussi comment réagir aux personnes qui traversent des périodes de turbulence, des grandes remises en question de leur vie, des changements de cap. Oui, je crois que tous ces passages-là difficiles qu'on a pu vivre, soit comme individu, soit comme couple aussi, dont la mort justement de cet enfant-là, c'est quelque chose qui nous préparait à justement être accompagnateur, présent aux gens. Donc là, on sait mieux d'où viennent les ouvriers de paix, on sait mieux d'où vient le couple qui l'a fait renaître à Saint-François-du-Lac et pourquoi c'est ici, sur les terres familiales des Beauchemins. Le premier projet de la multitude que vous menez de front, qui a été lancé par les ouvriers de paix ici, là, ça a été quoi? On a organisé. Avant le café, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a marché avec des enfants. On est parti d'ici avec un groupe d'enfants, on avait une dizaine, du village, où il y avait des parents accompagnateurs aussi. Puis on a marché jusqu'au Cap de la Madeleine, un petit pèlerinage à pied. Puis, tu vois, le Chemin du Lac. Hein? Mais effectivement, après ça, il y a eu le café communautaire au village, où là, vraiment... c'était au village au début. Parce que dans un des bâtiments ici, sur le terrain, c'est indiqué café communautaire. Au début, c'était dans le village. C'est presque... C'est presque une relique. En fait, c'est l'enseigne qu'il y avait au café communautaire au village qu'on a ramené ici.
Puis un peu, c'est le même esprit qu'on vivait là-bas, c'est-à-dire justement, on recevait là-bas, des gens venaient juste prendre un verre d'eau. Le but, c'était pas de vendre des trucs, c'était vraiment un lieu ouvert. Il y avait des enfants qui venaient passer du temps après l'école, tu sais, parce que, bon, ils se retrouvaient là bien et tout. Fait que, ouais, il y a eu... c'était toujours cet aspect accueil, ouverture à l'autre. Ça a toujours été présent dans tout ce qu'on a fait. Et à ce moment-là, est-ce que c'était encore avec la paroisse, le lien avec la... Non. Non, pas directement. Déjà... Non, on a eu un financement à ce moment-là de... comment ça s'appelait à cette époque-là? Mon Dieu. Enfin, de la MRC, là, si tu veux, le CLD, qui avait financé l'ouverture du café en nous disant, mon Dieu, mais il n'y a jamais personne dans votre milieu qui a demandé pour une subvention comme ça communautaire. Fait que là, il était tout content de nous donner bien plus que ce qu'on avait demandé. Et c'est ce qui a permis de lancer cette initiative-là, qui a duré quand même 3 ou 4 ans, jusqu'à temps qu'ils vendent le presbytère. Ouais. Parce que la première année, on était dans un local qui appartenait à des privés, mais qui était un ancien commerce. Et puis après ça, on a loué des locaux au presbytère du village l'année suivante, là, en 2003, puis jusqu'en 2005. Fin 2005, oui. Ouais. Puis là, ben, ils ont vendu le presbytère, fait que ça a obligé à se relocaliser. On a cherché un peu, on a regardé, c'était tout très cher ou pas accessible. Là, c'est l'organisme qui est devenu en pèlerinage. Oui. Okay. Puis finalement, on s'est dit, ben pourquoi pas ici, tu sais. Hein? Je veux dire, on a des grands locaux. Pourquoi pas? Fait que c'est comme ça qu'avec l'argent qui avait été ramassé, parce que notre projet au départ de l'organisme, c'était de racheter le presbytère qui a été vendu à quelqu'un d'autre, mais on avait ramassé des fonds. C'est ce qui a permis de bâtir ici les lieux d'hébergement, le bureau, donc d'installer vraiment l'organisme ici. Nous, c'est sur nos terres, mais on cède à l'organisme 1 piastre par année. Pour dire, c'est symbolique, pour dire que ben on leur cède tout ce terrain-là pour qu'ils puissent mener leurs activités. Donc, c'est un peu par la force des choses que tout s'est ramassé, concentré ici. Moi, j'aurais cru, toujours, disons que concentrer ses activités, c'est reposant. Tu n'as pas de déplacement à faire, ou en tout cas, mais non, c'est pas nécessairement ce choix-là. Ça a été par la force des choses que ça s'est tout ramassé. Oui, parce que notre but était d'être proche des gens. En étant au village, on pouvait l'être. Mais ici, on s'est rendu compte parce qu'on a ouvert, une des premières choses qu'on a fait ici, c'est qu'on a ouvert une friperie parce que celle du village fermait à cause de la vente du presbytère. On s'est dit, c'est important ce service-là. Fait qu'on, les gens doivent avoir un endroit pour se vêtir et tout. Fait qu'on a lancé ça ici, dans le local où on est actuellement. Et ben, ça a fonctionné extraordinairement bien pendant 8-10 ans. Ça s'appelait... ça s'appelait le vestiaire de Saint-François-du-Lac, hein, je pense. Il n'y avait pas un nom spécial, mais les gens venaient beaucoup, puis on avait d'excellents prix. Les gens donnaient énormément parce que c'était à but non lucratif. Fait qu'on a pu financer nos activités au départ avec ça. Ouais. Puis c'était un service en même temps important à rendre aux gens. Puis ça nous permettait justement d'être proche des gens plus démunis ou des gens qui ont des sensibilités écologiques, par exemple, de recyclage, de réutilisation et tout. Fait que tout ça faisait partie des valeurs aussi de l'organisme. Donc le café, le vestiaire. Oui. Par après, qu'est-ce qu'on a fait? Oh mon Dieu! On a eu des ateliers en milieu scolaire. Oui, c'est vrai. Parce que, bon, justement, j'en parlais tantôt du milieu difficile ici. C'est sûr, des enfants qui vivent dans un milieu qui est, je dirais, où se vit des activités illicites. Évidemment, il y a du stress dans la famille, il y a des tensions, c'est pas facile. Tout est un peu... on se cache de la police, genre. C'est pas facile pour un enfant. Puis on se disait, ben, d'être présent aux enfants du milieu, c'est une belle façon. Fait qu'au fond, on a lancé ça en lien avec les écoles. On donnait gratuitement des ateliers sur l'heure du dîner. Les enfants, donc, n'avaient pas besoin de payer quoi que ce soit. Puis on mangeait avec eux pour être présents. On se disait, bien, d'avoir des adultes signifiants pour eux dans leur vie, c'est peut-être important. Puis effectivement, on a créé des liens qui durent encore. Quand on salue ces jeunes-là aujourd'hui qui ont des enfants, il reste un lien, mais on a animé des ateliers de toutes sortes là, qui pouvaient plaire à tous les enfants. Genre, il y en avait chant, chorale, cinéma. On a fait du cinéma, on a fait de la mécanique, d'électricité,
Qu'est-ce qu'on a fait? Des mécanos. jeux, On avait acheté ouais. des mécanos. Des jeux éducatifs, Ouais. un peu de tout, au fond, de l'art aussi, évidemment, dessin, peinture et ouais. tout et tout. Tout ce qui pouvait rejoindre un enfant qui ne cadre pas nécessairement dans le scolaire académique, mais ces enfants-là ont des talents extraordinaires. Ils se réalisent moins dans le cadre académique, mais ils ont d'autres talents, justement, manuels, artistiques et tout. Fait que ça a été une expérience extraordinaire qui a duré 3 ans, certains. Ouais. Puis une fois que là, ça ne fonctionnait plus avec l'école à cause là, des conflits avec la cafétéria de l'école qui disait, Ouais. ben là, les enfants vont manger là avec leur lunch. Enfin, il y a eu... Il disait, au fond, c'est que tenir la cafétéria était plus rentable. Ah, Parce que on recevait la moitié de l'école dans les ateliers. OK. La moitié des enfants de l'école venaient dans nos ateliers, mais là, ça devenait un problème pour Oui. comme Mais ça, à ce moment-là, parce que justement, on a toujours d'autres idées, c'est là que, par l'intermédiaire d'une de nos filles qui était allée en Haïti dans le cadre scolaire secondaire, on a eu des contacts là-bas, puis on a commencé à donner des ateliers dans des orphelinats d'Haïti. Et ça a duré ça aussi 3-4 ans. Ça a été des belles expériences, justement, de créer des liens. Jusqu'à l'ouragan Andrew. Oui, c'est ça, où là, il y avait... Où là, le village où on allait a été dévasté. Puis là, je veux dire, on ne pouvait plus y aller. Tout était... puis là, suite à ça, là, Haïti est retombé parce qu'il y avait eu le tremblement de terre. ouais. Mais nous, on avait commencé juste après le tremblement de terre, les activités là-bas. Et puis, ça s'est arrêté après l'ouragan Andrew parce que... puis suite à l'ouragan, il y a eu l'ouragan, puis après ça, là, les troubles politiques se sont succédés, puis c'était plus possible. On n'avait plus de contact avec les gens là-bas, on ne pouvait pas les rejoindre. OK. On n'avait aucune idée. Oui, puis ça reste une grande tristesse. C'est un pays martyr, puis les gens là-bas sont tellement attachants, puis on garde des liens quand même. Mais voilà, on est passé à autre chose. Alors, c'est ça qui est à l'origine, parce qu'il y a un aspect voyage dans les ouvriers de paix. Oui, on a fait effectivement des voyages ressourcement, genre pèlerinage, où on amenait des petits groupes de personnes, des fois c'était 8, 12 personnes, avec des enfants souvent. C'est ça, dans des lieux à la fois de pèlerinage à l'étranger. En Israël. En Israël. On n'est pas allé avec le groupe, parce que ça n'a pas pu fonctionner à cause de la COVID. On est allé, nous, par contre, avec une autre organisation. Ouais. Mais ce qu'on a organisé comme voyage, nous, c'était plutôt la France, l'Italie, donc Assise, ces endroits-là, Ars en France, Lisieux. En Espagne. Oui, en Espagne aussi. On a fait une partie des chemins de Compostelle en France et en Espagne, avec des groupes aussi. Donc, tout ça, puis au travers de ça, bien sûr, il y avait l'aspect spirituel, mais il y avait aussi l'aspect tout simplement touristique, découvrir des grottes préhistoriques ou des châteaux. C'était vraiment de belles découvertes aussi. Il y avait toujours un temps consacré plus à la dimension spirituelle, on va dire, puis un temps consacré plus à la dimension culturelle. On trouvait ça important de joindre... de faire les deux. Bien sûr, parce que c'est tout. Les ouvriers de paix, on cherche à rejoindre tout l'être, donc son aspect spirituel, mais pas que l'aspect psychologique, l'aspect aussi, justement, découverte. Même l'aspect physique. Oui, parce que la marche, puis même quand on faisait d'autres types de voyages qui n'étaient pas nécessairement Compostelle, c'était très, très simple comme mode de vie, tu sais, c'était souvent en pique-nique, on achetait des trucs qu'on mangeait en pique-nique, beaucoup camping et tout, donc c'était très simple à la portée des budgets plus C'était le but, de le faire plus simplement parce qu'il y a une sorte de proximité. Tu as besoin de l'autre quand tu n'as pas beaucoup de ressources. Fait que... Puis ça permettait à plus de gens, des gens avec moins de moyens, de pouvoir accéder à ça. Ça a duré combien de temps, ces les voyages de ressourcement? Oh, on en a fait tous les 2-3 ans, pendant jusqu'à la COVID, pratiquement. À peu près, oui. Ça s'articulait comment avec Haïti? Parce que, bon, on parle de coopération plus, là, tandis que l'autre, bon... Oui, Haïti, ça se faisait souvent, soit...
on est allé comme en repérage d'abord avec d'autres membres du conseil d'administration des ouvriers de paix. Puis on allait surtout là, en janvier, décembre-janvier, pour faire du repérage. Mais les ateliers comme tels se donnaient plutôt l'été, parce que c'est là que les enfants sont disponibles. Puis c'est des jeunes qu'on envoyait là-bas, dont notre fille, justement, qui avait été vraiment touchée par Haïti. C'est souvent elle qui a pris le lead des groupes qui y allaient. Elle avait étudié, d'ailleurs, elle a étudié en développement international, donc elle était excellemment outillée pour faire ça. Fait au fond, c'était des groupes de jeunes qui partaient d'ici pour aller animer, souvent aussi avec des animateurs de là-bas qui se joignaient à l'équipe, donc des animateurs haïtiens qui avaient des compétences dans une chose ou l'autre, qui étaient là aussi. Donc, ça faisait des équipes plus multiculturelles, puis c'était important d'impliquer des gens de là-bas. C'était aussi, de belles expériences quand même pour les jeunes. Ils nous en reparlent encore. Ouais. Je vais vous ramener un peu en arrière, au point de vue des ateliers dans les écoles. Est-ce que les écoles vous avez approché ou c'est vous qui aviez approché les écoles? C'est nous qui avions approché pour offrir ce service-là. Puis comme c'était difficile pour eux de refuser, c'était gratuit, là, il n'y avait rien à payer. Puis on s'occupait quand même de tout, le matériel et tout. Donc, oui. Comment c'était reçu? Est-ce qu'il y a des parents qui se demandaient, bien, c'est qui ces gens-là? Bien, on envoyait des communications écrites. Il y avait... J'allais dire pas tant parce que j'étais commissaire aussi pour le secteur. Fait que les gens savaient, beaucoup de gens savaient, commissaire du temps des commissions scolaires. Fait que beaucoup de gens savaient qui j'étais. J'étais pas un parfait inconnu là, qui débarquait là. Le milieu scolaire, les enseignants, les directions d'école savaient qui j'étais. Puis ils nous appuyaient, ils appuyaient le projet. Puis comme je dis, on envoyait des communications écrites aux parents pour présenter les ateliers. Puis ils devaient inscrire leur enfant, c'était gratuit, mais ils devaient quand même remplir la fiche d'inscription puis accepter la journée où l'enfant devait être là avec son lunch et tout. Fait que tout ça s'est fait assez facilement dans le milieu parce qu'effectivement, c'était de belles activités, il faut dire. Là. Puis on offrait, je pense qu'il y avait beaucoup de plaisir, c'était du plaisir pour les enfants. Les arts et la culture font partie de vos vies, de la vie de votre famille aussi, on y reviendra. On a parlé un peu, spiritualité versus religion, tout ça. Sur le terrain ici, il y a quand même une chapelle. Puis aussi, il y a eu un aspect sacerdoce dans les ouvriers de paix. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça s'articule? En fait, la chapelle, c'est au retour de nos voyages, on est allés à Assise, Jean et moi, avec notre petit bébé à ce moment-là, David. Et on a visité la portioncule là-bas, puis on trouvait ça tellement cute. Puis Jean, il dit, quand on revient chez nous, on s'en fait une. En fait, on a une vie de prière tous les deux. On essaie d'être fidèles à ça, un petit 15-20 minutes chaque jour, où on se retrouve là. C'est très bénéfique. Fait que c'était pour nos besoins familiaux, nos besoins de couple et tout. Fait que, mais elle est ouverte au public, mais c'est assez discret quand même. Puis pour ce qui est de Sacerdoce sans frontières, en fait, ça, c'est une histoire qui remonte à loin, dans le sens que l'appel au sacerdoce, je pense, était présent en moi depuis longtemps, sauf que, comme femme, on peut pas, on n'est même pas conscient qu'on peut avoir cet appel-là. C'est le drame. Jusqu'au moment où, au café communautaire, quand on avait le café au presbytère, on invitait des gens à venir faire des témoignages, puis on a invité la prêtre, la femme curée, la pasteur de l'église anglicane à Odanak. Et cette femme-là, évidemment, était prêtre. Et elle est venue témoigner de son appel au sacerdoce, puis ça a été pour moi un déclic très, très fort de me dire, mais c'est exactement ça. C'est ça que je suis, moi. Je suis prêtre. Et on en a parlé à ce moment-là à notre curé, puis lui, il avait voulu... Ouais, toi, tu pourrais raconter, ça c'est drôle aussi. Au fond, c'est parce que le prêtre ici m'avait abordé à cette époque-là pour me demander si je serais intéressé à suivre la formation pour être diacre au diaconat. Puis je lui avais dit avec un petit sourire, est-ce que Joanne sera diacre de la même manière que moi, en lui disant, tu sais ce que je veux dire? Puis il m'avait répondu avec le même sourire pour dire, ben Jean, tu sais ce qu'il en est. On sait, les femmes doivent suivre la formation, accompagnent l'homme dans sa formation, mais elles sont là en soutien. Fait que moi, je lui avais dit, est-ce que Joanne sera diacre comme moi? Il m'a répondu, tu sais ce que c'est. Et j'ai dit,
le jour où Joanne pourra être diacre au même titre que moi, ce jour-là, je serai très intéressé au diaconat. Puis c'est ça. Donc, de fil en aiguille, ce prêtre-là a dit, ben, pourquoi vous n'allez pas chez les Anglicans? Quand il a vu que ça m'avait beaucoup touché, le témoignage de cette frère. Pourquoi vous n'allez pas chez les Anglicans? Belle grandeur d'âme. Ben oui, parce qu'il voyait qu'on avait un appel. Il l'avait vu en Jean, il le voyait aussi en moi. Puis il a dit, ben, chez les Anglicans, vous allez pouvoir être ordonnés tous les deux. Fait qu'on a cheminé avec les Anglicans une couple d'années. Hein? Ouais. Jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'on ne voulait pas être prêtre de cette façon-là, parce que c'était comme très traditionnel, puis on se dit, on se voit pas curé de paroisse pantoute. Oui, c'est ça. Nous, au fond, on cherchait, on sentait notre appel au sacerdoce plutôt à l'intérieur de nos actions des ouvriers de paix. Au fond, comme on verrait dans une communauté X, un prêtre qui serait là pour accompagner les gens. Oui, on voulait continuer ce qu'on faisait tout simplement, mais avoir cet outil-là de plus, qui est le sacerdoce, c'est-à-dire un outil spirituel qui donne un élan, un esprit, une force pour justement être au service des gens. Et comme on a vu que ce n'était pas notre place, on s'est tourné à ce moment-là vers le Roman Catholic Woman Priest, qui est, vous avez probablement entendu parler, à cette époque-là, il y avait des femmes qui avaient été ordonnées en nous international. Ouais. Donc, c'est un mouvement qui est né, je crois, en Allemagne, en tout cas en Europe, Ouais. France, je ne sais plus trop. Mais c'est des évêques catholiques qui ont dit, ben ça se peut pas, les femmes doivent être ordonnées aussi. Puis ils ont ordonné la première femme évêque de façon clandestine en eau internationale pour pas être sur le territoire de qui que ce soit. Et ces femmes-là, c'est une de ces femmes-là qui a été ordonnée évêque, qui nous a nous-mêmes ordonnées. Et elle est venue nous ordonner ici. Donc, tout ça a mené justement à Sacerdoce sans frontières parce que même eux, tu vois, Roman Catholic Woman Priest, c'est plus un mouvement de pression pour essayer que l'Église catholique accepte le sacerdoce des femmes et des hommes mariés. Et nous, c'était pas ça qu'on voulait. On voulait pas être un mouvement politique ou essayer d'aller convaincre Rome. Ça ne nous intéresse pas pantoute. Tu sais, Rome, ils feront bien ce qu'ils veulent. Nous, ce qu'on voulait, c'est vivre notre sacerdoce. Donc, on s'est dit, il faut que ça sorte de tout ça. On peut-tu juste vivre cet appel-là, c'est-à-dire un appel de service spirituel? Est-ce que c'est possible de le vivre sans avoir toute une structure organisationnelle, hiérarchique? Est-ce qu'on peut tout simplement vivre de cet esprit-là, puis de donner ce qu'on a reçu en abondance? C'était simple comme ça. Fait que c'est comme ça que Sacerdoce sans frontières est né. OK. Alors là, il y a des choses qui ont vécu, qui ne sont plus. On parle du café, on parle de la friperie. Il y a des choses qui sont là, qui sont disponibles. Bon, la chapelle, ça. Ouais. Le sacerdoce sans frontières, est-ce que c'est encore bien sûr. présent? Oui, c'est quelque chose qu'on va vivre toute notre vie. Okay. Nous, on se sent profondément à notre place et de vivre ce sacerdoce-là, c'est une grâce extraordinaire. On ne va pas cesser. Les voyages de ressourcement, là, la COVID a mis une pause. Ouais. Est-ce que ça va reprendre, ça, éventuellement? Ben, c'est pas. On va voir. Ouais. On va voir. C'est un peu l'histoire des ouvriers de paix aussi. Il y a une sorte de... Au fond, on regarde un peu c'est quoi le besoin. Pas les besoins universels, mais autour de nous. Si, tu sais, quand la friperie, par exemple, quand on a pris la friperie, c'est parce que celle du village fermait. Puis on s'est dit, ben ce service-là ne peut pas tomber. On va le reprendre. Il existe encore. C'est une femme qui travaillait au vestiaire, qui l'a pris. C'est devenu privé, si tu veux. Mais il reste que le service est encore là. Il y a beaucoup de choses que les ouvriers de paix, des mouvements que les ouvriers de paix ont lancés, l'écriture dans les médias. On avait eu l'idée de lancer, on était intéressé à écrire nos opinions dans un journal. Le journal du peuple. Ah oui, ça c'est autre chose, c'est après. C'est autre chose. Mais d'abord, on a écrit dans le Canard déchaîné, qui est un petit journal à Sorel. Puis bon, de fil en aiguille. Un parallèle avec le Canard enchaîné en France. Oui, effectivement, c'est un oui. Est apparu l'annonceur. Oui. Parce que l'annonceur, au départ... Qui est l'hebdo local. Local, puis qui dure depuis maintenant, je ne sais pas,
quelques années. Ouais. Mais nous, on avait proposé aux gens de ce journal-là de publier dans leur pamphlet publicitaire. À cette époque-là, ce n'était pas un journal, c'était un pamphlet publicitaire. Ils nous avaient dit ça va bien. Mais quand on a commencé à publier dans le Canard déchaîné, eux ont senti la pression parce qu'on cherchait des commanditaires. Fait qu'on allait voir les mêmes gens qu'eux. Fait que, ils ont commencé à publier. Nous, on s'est retirés parce que, le Canard déchaîné a commencé à avoir moins de tirage. Mais on a provoqué quelque chose fait que c'est un peu le but des ouvriers de paix aussi, c'est de voir quel est le besoin actuellement. Est-ce que j'ai les ressources pour y répondre? Puis après ça, on verra. Tu mets un enfant. Pour moi, c'est comme mettre un enfant au monde. On semer une graine. Il naît, puis il va finir par avoir sa propre vie à lui. Puis, puis ça se transforme, ça devient autre chose, mais c'est là. Puis ça poursuit sa croissance, effectivement. Au fond, on essaie d'être à l'écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que telle ou telle personne fasse un pas en avant, puis on cherche des moyens, puis on les trouve, puis on les met en place. Ce qui a été écrit dans le journal Le Canard déchaîné, ou est-ce qu'il y a eu des rubriques régulières? Oui, on publiait à chaque parution une page qui s'appelait Le Pont. Le Pont, parce qu'on voulait créer un pont aussi, tout le Bas-Saint-François, dire oui, c'est Saint-François-du-Lac, oui, c'est Pierreville, oui, c'est Notre-Dame, oui, c'est Odanak, mais c'est le Bas-Saint-François, puis on est interdépendants et il faut apprendre à faire ensemble. C'était une période où, entre autres, au niveau des fabriques puis des paroisses, je devrais dire, peut-être plus que des fabriques, il y avait des tensions sur l'avenir des églises puis tout ça. Puis on se disait, il faut accepter de voir comment on peut faire ensemble. Puis c'était pour ça qu'on avait baptisé le pamphlet, notre rubrique, Le Pont. Il y avait qui, à part vous, dans le Canard déchaîné? C'était des gens de Sorel, c'était... Simon et Corinna Bastiani. Corinna Bastiani. Son petit nom. Simon, qui était plutôt photographe, Corinna, qui était plutôt la rédactrice. Mais effectivement, j'oublie le nom. Ça a vécu combien de temps, ça? Le Canard, sûrement 4-5 ans. Sûrement, après ça, il s'est retrouvé sur le net. Oui. Mais nous, à un moment donné aussi... Tu pars quelque chose à une autre affaire, à un moment donné, il y en a trop, puis il y a des endroits où tu lâches prise en disant, on fait des choix. La place est prise. Puis... Dans l'annonceur, est-ce qu'il y en a eu des rubriques de votre part? Ou... Non, pas vraiment. Okay. Non. Le Journal du Peuple. Ouais. Alors, quand on se promène sur vos pages web, on tombe là-dessus, le Journal du Peuple. Ça, le rôle que ça jouait, là... En fait, c'est une idée de mon garçon qui est un informaticien, le plus vieux chez nous est informaticien, puis il m'avait dit, pourquoi tu ne fais pas un site web avec tous les écrits que vous faites, tu sais, juste publier, puis comme ça, ça reste, puis les gens peuvent consulter. Puis bon, on s'est dit, pourquoi pas, tu sais. Puis fait qu'on a tout simplement pris une page, WordPress, puis on a fait une petite... Puis on a mis les textes aussi parce qu'on a étudié en théologie en vue du sacerdoce, donc tous nos travaux scolaires, tout ça, parce qu'on se disait, c'est des réflexions à partager. Ouais. Puis là, il y a différents contributeurs aussi qui ont ajouté des choses. Oui, effectivement. Des fois, un peu l'air du temps, là, ou en tout cas des pensées. Oui. Ça, en ce moment, c'est en dormance? C'est un projet parmi d'autres, là, auquel on n'accorde pas beaucoup d'énergie actuellement, mais on se dit peut-être un jour, je ne sais pas. Hein? On y va, nous autres, un jour à la fois. D'accord. Ça va nous amener tranquillement aux projets qui sont vraiment, en ce moment, là, en cours. On va parler de la Scola. Donc, la Scola qui vient un peu concrétiser un peu quelque chose. On parlait, des ateliers, d'aller toucher à des choses au point de vue de la croissance personnelle versus toucher à des choses manuelles, les arts, la culture. Donc, la Scola qui se passe ici aussi sur le terrain, là, expliquez-nous un peu ce que c'est. Oui. La Scola, c'est la suite... du tournant vert. On n'a pas parlé du tournant vert, mais il y a eu une époque où l'organisme, ça on n'en a pas parlé, mais effectivement, où l'organisme, une fois qu'il est installé ici, a décidé d'offrir des séjours de ressourcement.
Et donc, on a reçu entre autres, il y a des séjours libres où les gens louaient pour quelque temps pour se reposer, mais il y avait aussi des séjours plus structurés. C'était 1 semaine de ressourcement où là, les gens venaient pour réfléchir, être accompagnés aussi et tout. Puis, la Scola, c'est la suite de ça. C'est que il y a des gens qui sont venus pour 1 semaine puis qui disaient, bien, ce serait le fun qu'on ne soit pas tout seul à vivre cette expérience-là, mais qu'on soit un petit groupe. Puis, bien, on a décidé de lancer ça de façon plus formelle. Au fond, c'est un peu la même formule, mais plus formelle, avec des ateliers plus structurés, puis justement des groupes de... Tu vois, la première Scola qui a eu lieu en juin de cette année, il y avait 6 personnes inscrites. Là, actuellement, il y en a 4 pour la Scola qui va avoir lieu au mois de juillet. On espère en trouver encore que 1 ou 2 personnes s'ajoutent, mais on ne veut pas des grands groupes. Puis, c'est ça. Donc, ça touche la permaculture, le minimalisme. Oui, ça, c'est intriguant parce que, bon, l'aspect, d'accord, spirituel, mais on parlait de permaculture, on parlait de mini-maison. Vous habitez dans une mini-maison sur le terrain en ce moment. C'est votre fils David qui est dans la maison, entre autres. Donc, et quoi, vous apprenez aux gens les rudiments pour construire une mini-maison? Comment ça fonctionne? Oui, bien, c'est sûr, c'est à l'intérieur d'un court laps de temps, fait que c'est vraiment plus ça, là. Leur montrer un peu comment on peut faire avec peu, comment on peut se faire une mini-maison, ou un peu les principes de base. Au fond, c'est vraiment construit comme une maison. Donc, en réalité, si on a des notions de construction, on peut se faire une mini-maison assez facilement. Ce qu'il faut penser, c'est l'approvisionnement en gaz ou en électricité, si on a accès à l'électricité, à l'eau. Comment organiser ça, mais puis de façon sécuritaire. Mais qu'est-ce que je peux en dire de plus? C'est assez... c'est plus un survol, mais ouais, effectivement, les gens après ça peuvent... approfondir. Des modes de vie alternatifs un peu, parce que... Oui, au fond, c'est plus ça qu'on vise. Là, la permaculture aussi, c'est un peu ça, oui. C'est de cultiver, mais en laissant beaucoup de place à comment naturellement les choses peuvent s'imbriquer, la biodiversité, les cultures, disons, de l'endroit. Oui, puis d'ailleurs, c'est pour ça, je ne sais pas si tu as vu autour, on laisse pousser l'herbe et les fleurs, mais ça fait partie aussi du projet de dire, bien, puis on voit, depuis qu'on fait ça, c'est la 2e année là, qu'on ne coupe pas la pelouse partout, juste sur les chemins, et la biodiversité, il y a beaucoup plus d'oiseaux, d'insectes, on voit des grenouilles partout, donc c'est intéressant à ce niveau-là. Puis, bon, on a aussi à l'intérieur de la Scola comme du tai chi, on a des ateliers de connaissance de soi. Et tout ça est un tout, je dirais, justement, je disais tantôt, on essaie d'aller chercher toute la personne. Donc, le tai chi, c'est vraiment, moi, je considère que c'est de la danse, c'est tout ton corps qui participe à une forme de méditation, mais c'est tellement bénéfique pour le corps aussi, pour l'âme aussi, mais le corps, ça fait tellement de bien, puis c'est tout doux. Donc, tous ces ateliers-là se donnent à l'intérieur d'1 semaine par une équipe quand même, on est 3. Bon, au fond, quand des gens viennent pour collaborer, au fond, on va regarder c'est quoi ton champ de compétences, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu as du plaisir à transmettre à l'autre. Parce que la transmission du savoir, il faut que ce soit fait aussi dans une certaine ambiance pour que l'autre le reçoive, que ce soit allumant, je dirais. Il faut que toi-même tu aies l'air d'avoir des étoiles dans les yeux, puis ça donne à l'autre l'envie de goûter ça. Il faut que l'esprit soit ouvert. Ouais. Pour recevoir. Donc, Scola, école, en italien. Oui. Ouais. Donc, apprendre aux gens des choses. On parle d'1 semaine, il y a des frais quand même assez modiques parce que les gens sont nourris, logés ici. Il y a plusieurs espaces là, pour oui, il y a un loger dortoir. des gens. Un dortoir. Dortoir. Oui. OK. Oui, effectivement, ça coûte 120 $ pour 1 semaine logé nourri. Le but des ouvriers de paix, c'est d'exclure personne. Puis d'ailleurs, à la dernière semaine d'activité,
Il y a une femme qui nous a souligné à plusieurs reprises, si ça avait été plus cher, j'aurais pas pu, parce que c'est une personne qui a des difficultés au niveau de sa santé puis qui est sur l'aide sociale. Elle dit, si ça avait été plus cher, j'aurais pas pu participer. Donc, pour nous, c'est bien important. C'est vraiment même essentiel. Oui, parce que ces gens-là, tu sais, tout ce qui... les services, tu sais, les vacances, l'accès à ça, les gens démunis n'ont pas accès à ça. Pas facilement, en tout cas. Puis nous, un des buts, c'était justement d'ouvrir parce que ça nous fait du bien. Les gens qui vivent à l'aise, qui ont un travail, une vie de famille épanouie, en ont besoin pour se ressourcer. Bien, les gens qui sont démunis, eux autres aussi en auraient besoin pour se rebâtir. Ouais. Fait que le but, c'est que ces gens-là y aient accès aussi. Donc, Scola, ça parle par lui-même, l'appellation. Tournenvers, au Tournenvers, ça sortait d'où? Oui, ça, c'était un nom qu'on a... Parce que tournenvers, ça voulait dire, tu sais, ça te retourne, ça te ramène à d'autres choses, ça te permet de faire une pause aussi, puis Et c'était puis vert aussi parce que évidemment c'est dans la nature. Il y avait l'aspect écologique. Puis il y avait même l'aspect physique parce qu'il y a un tournant ici sur le rang. Parce qu'on dit c'était un ensemble. On a brainstormé avec le conseil corporatif de l'époque. Puis ça a sorti de même. Tournant vert, c'était cute. Puis ça, c'est encore effectif? Non, on a fermé le tournant vert juste avant la COVID en 2018 parce que nous deux, on s'est dit. Là, on était au bord de l'épuisement professionnel. On recevait tellement de gens qui venaient ici, des touristes finalement. Il y avait beaucoup de touristes qui venaient s'héberger au Tournenvers. C'était devenu un poids énorme. Puis on était à se dire, bien là, les ouvriers de paix, finalement, c'est Jean et Joanne, là, parce que le conseil était là, bien sûr, mais tu sais, une réunion par mois, mais quand c'était le temps, là, ils venaient quand même donner des coups de main. Là, mais quand même, on portait beaucoup de poids. Puis on se disait, si on continue de porter ça à nous deux, il n'y aura jamais de relève, puis ça va mourir avec nous. Puis c'était pas notre but. Fait qu'on s'est dit, on met sur pause. On a dit au conseil, regardez, on prend une pause, on met tout sur pause, puis on verra qu'est-ce qui arrive. Puis de fait, en 2018-2019, au début 2020, c'est deux de nos enfants, en fait, David et Judith, qui ont dit, ben nous, ça nous intéresse. Puis ils sont devenus membres du conseil d'administration. Geneviève aussi s'est impliquée à ce moment-là. Donc, certains de nos enfants qui ont dit, ben il y a de quoi faire. Puis là, c'est là que l'idée, par Geneviève, beaucoup l'idée de la Scola est née. Le chemin du lac, ça, c'était plus une idée de moi. Mais c'est ça. Mais l'organisme a repris tout ça pour dire, ouais, ça, c'est des projets qu'on veut porter. Donc maintenant, on n'est plus membre du conseil d'administration par choix. Puis on continue d'être là comme mentor. On travaille aussi sur les projets, évidemment. Mais notre but, c'est ça, c'est de plus en plus laisser la place à cette belle jeunesse. Puis on est content parce qu'il y a plein de jeunes qui se greffent aussi dans l'équipe de travail. Fait que c'est comme, ah wow, ça, c'est une grande joie pour nous. Fait que de la relève au sein des ouvriers de paix, mais vous êtes toujours là comme mentor, comme personne aussi très active dans chacun des projets, tout ça. Le Tournenvers, il y avait aussi le jardin de mon père. Et je pense qu'il y a encore, encore un panneau indicatif. Oui, bien c'est que quand on s'est installé ici, moi j'ai une formation de technicien agricole. Et puis on se disait, on cherchait des façons de se financer. Fait que on se disait, on a des grands jardins, peut-être on pourrait transformer une partie de ce qu'on fait, puis vendre les produits à la friperie. Parce qu'on ne les mettait pas dans la friperie, on les mettait où est le bureau. Étant donné qu'il y a un volume de personnes qui viennent déjà, ça peut faire on se disait, on a pris notre permis du MAPAC, le permis de cuisine du MAPAC, puis on transformait... carrément, transformé, pas juste... on faisait des jus de légumes, des tomates en conserve, des cornichons, des marinades, ce genre-là. Oui, fait que... C'est le but aussi, justement, déjà d'avoir l'aspect agricole dans les valeurs de l'organisme, l'aspect, justement, agriculture aussi de proximité, transformer nous-mêmes nos aliments, tout ça, c'est important. Puis pour ma part, il y avait un clin d'œil, parce que les jardins de mon père, c'était ici les jardins. On est
sur le site, où est le bureau, où est la mini-maison, là, des mini-maisons, c'était le potager de la famille. Bon. Une grande famille, on avait un grand potager. Puis tous les espaces ici, on a pu avoir la possibilité de faire ce qu'on fait aujourd'hui, parce que c'était les jardins familiaux. C'était les jardins au sens européen, c'est-à-dire la cour de jeu des enfants, puis le potager. L'espace que les ouvriers de paix ont pu intégrer, c'était les jardins de mon père. Fait que pour moi, il y avait cette symbolique-là derrière l'appellation, puis de vouloir transformer là, pour financer nos activités. D'autres cordes à votre arc. Et là, ça a certaines retombées. Votre fille Judith Filiatro est en rapport avec une ferme aussi en ce moment? Ou, Oui, elle travaille actuellement. Comment ça s'appelle, la ferme? Des petits... Je ne sais plus, mais c'était Deschambault dans ce coin-là, là, Saint-Casimir. Et donc, elle fait la vente aussi au marché, mais la production en serre, en champ et tout, elle a vraiment acquis. On est allé la visiter là, la fin de semaine dernière, puis on était ébahis de son jardin, de son potager personnel chez elle. C'est de toute beauté. Alors qu'il y a 2 ans encore, elle demandait à Jean comment on fait ça pour planter telle affaire, puis maintenant, elle pourrait nous donner des cours. Là, elle a vraiment... a dépassé le maître. Énormément. A dépassé le maître. Elle s'est beaucoup formée d'une bonne longueur. aussi avec, comment s'appelle l'homme là, qui donne des formations aux jeunes? Jean Martin. Jean Martin. Elle a une grande admiration pour lui. Elle s'est formée avec lui là, aussi. qui cultive sur des petites surfaces. Un hectare. Puis, l'autosuffisance. Oui, c'est vraiment ça qui inspire Judith. Ouais. Fait qu'elle est complètement vendue à ce type d'agriculture-là. D'ailleurs, elle vient de décrocher un travail. Là, elle va commencer à l'automne. Elle va transmettre ces compétences-là, ces connaissances-là dans les écoles parce qu'il y a un projet du gouvernement dans le secteur de Deschambault. C'est un projet pilote enseigner aux enfants, dans le cadre scolaire, comment on se nourrit, donc faire de la culture sous serre où donc les enfants vont apprendre ça, travailler dans la terre et tout. Puis elle va faire partie du groupe de formatrices. Alors là, elle pourrait, c'est un travail de rêve parce qu'elle est très bonne pour transmettre justement. Elle aime beaucoup les enfants. Oui. Fait que ça, donc c'est tout ça qui continue aussi. Fait que vous avez semé des graines dans votre milieu. Ça a permis de faire perdurer certaines activités, certaines œuvres. Vous en avez semé visiblement chez vos enfants. Plus tard, les gens verront ça dans une autre émission. On recevra votre fils David en entrevue. Alors, il y a aussi Judith qui est très impliquée, puis on voit ce que ça a produit chez elle. Donc, elle a peut-être des choses qu'elle a connues ici, puis là, elle garde ça dans sa vie, ça a une place prépondérante. Là. Donc, de voir toutes ces différentes facettes-là de vos vies, bien, ça a inspiré vos enfants, visiblement. Là. En tout cas, grâce à cet entretien, Joanne Filiatro, Jean Beauchemin, on connaît mieux maintenant les ouvriers de paix et les différents projets là, qui ont été menés et qui sont encore menés. Et puis, on prendra aussi d'autres émissions pour traiter de ceux les plus actuels de ces projets. Merci beaucoup. Merci, Ça François. nous a fait plaisir.